Et je voulais toujours aller à New York parce que New York étant Ouais, ma la ville ville de référence, rêve. quoi. Voilà. Donc, je suis parti là-bas. Et à la base, je devais finir mon bachelor en business. Ok. Donc, c'était ça l'idée. Et arrivé là-bas, ben, j'ai complètement switché. Et j'ai décidé de me consacrer plus dans le métier du sport. Je suis Yohan Joro. Bienvenue sur le podcast Face au miroir. Nous sommes aujourd'hui à Genève, dans cette magnifique salle de l'iceberg. Nous avons comme invité aujourd'hui Kevin, a.k.a. K-Swiss, l'entraîneur des stars, réputé pour avoir ses méthodes bien à lui. Dans cet épisode, nous discutons de santé et de son point de vue sur la méthodique des médecins et comment ils s'y opposent. Yo Kev! Yo, Joe, K-Swiss Show in the place! on est là. L'entraîneur des stars est là. Comment vas-tu? Ça va, frérot? Merci de m'avoir sur ton podcast. Ah, ça fait plaisir, frérot. C'est un honneur même, parce qu'il y a des choses qu'on a fait ensemble qui ont changé beaucoup de choses. J'apprécie. D'ailleurs, je pense qu'on va y revenir. C'est quoi l'actualité du moment, frérot? Comment ça se passe? Alors, plein de trucs, pas mal occupé, toujours dans l'entraînement, bien entendu. Donc, je travaille avec pas mal de personnes. J'ai une compagnie de coaching en ligne également. Donc, il y a tout l'aspect digital qui s'est développé. Ok. Et je me lance dans une nouvelle aventure également. J'ai décidé d'ouvrir un juice bar à Genève. Donc, Entrepreneur. voilà, j'essaie de toujours entreprendre et d'avancer. Ok. J'ai vu pour la petite parenthèse qu'il y avait eu Denis Zakaria qui était passé entre tes mains il n'y a pas si longtemps. Comment c'est passé avec lui? Écoute, ça s'est bien passé. Il est venu me voir d'abord pour son genou et il a eu l'occasion de parler avec toi. Donc, on est venu, on a décidé de commencer d'abord avec une évaluation. Et j'ai eu l'occasion de lui présenter mon approche pendant une semaine d'abord et qui était un peu différente, je veux dire, de ce qu'il faisait au début de sa rééducation. Mhm. Donc, quand il est venu me voir avec un genou qui était limité, qui était toujours enflé, l'inflammation qui était toujours présente. Et en une semaine, on a eu la capacité de réduire considérablement l'inflammation. Ok. On a retrouvé un bon genou qui fonctionnait en tout cas avec les fondamentaux, j'ai envie de dire. En tout cas, on a pu voir à quel point on pourrait éventuellement amener la chose. Et du coup, après, il est retourné dans son équipe. Ouais. Et c'est là où il a eu l'occasion de discuter avec le staff médical, etc. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux également. Et ils ont apprécié mon approche. Donc, du coup, ils ont décidé de continuer pendant 3 semaines avec moi. Ok. Donc, le Nice. deal, c'était de justement renvoyer Denis pendant ses vacances si il travaillait avec moi. Donc, c'était un peu un compromis qu'ils avaient entre mis eux en place. parce qu'ils étaient assez contents du résultat qu'on avait eu. Alors, j'ai parlé avec le staff médical, avec le physio, et il a décidé de prendre mon approche, ou en tout cas ma philosophie des choses, et de changer ce qu'ils étaient en train de faire auparavant, en tout cas durant la première phase de la rééducation. Ok. Et comment on arrive à convaincre un Denis Zakaria ou d'autres? Parce que quand tu viens, par exemple, d'un club comme Borussia Mönchengladbach, tu penses peut-être avoir tout sur place ou les connaissances, assez de connaissances pour pouvoir t'occuper du genou. Mais il est venu te voir. Est-ce qu'il était sceptique ou tu as réussi justement à le faire enlever ses craintes? Écoute, je pense que ça va toujours attiser un peu la curiosité quand quelqu'un te présente quelque chose auquel tu n'as jamais eu accès auparavant. Alors, tu as 2 options à ce moment-là. Soit tu décides de rester sur cette route de la curiosité et dire, OK, je vais essayer parce que au final, j'ai déjà essayé le reste et ça ne fonctionne pas. Ou alors, tu es complètement fermé à l'idée et tu dis, de toute façon, j'ai accès au meilleur traitement et voilà, tu continues pas. Ok. Mais moi, j'ai une approche où j'aime partager énormément ce que je dis et les athlètes les plus curieux, eh bien, ceux qui sont assez ont cette curiosité, ils veulent se développer, eh bien, ils vont comprendre les choses parce que j'essaie d'expliquer toujours de manière à ce que tout le monde comprenne ce que je fais et pas simplement faire les choses pour Ouais. les faire. Donc, Ça donne voilà. du sens. Voilà, j'aime donner du sens aux choses. C'est-à-dire que voilà, si tu fais quelque chose, tu sais pourquoi tu le fais. Ok. Donc, je vais toujours insister sur ce fait-là où je veux avoir cette partie d'éducation également. Et des fois, c'est tellement simple et c'est ce que je dis, c'est des choses que tu peux résumer au sens commun. Ouais. Et quand on te présente ces choses-là d'une façon très simple au final, eh ben, tu dis, ah ouais, c'est vrai, mais on me l'avait jamais dit. Et c'est là où ça commence à avoir du sens.
Et ensuite, quand tu prends cette route de la curiosité, eh bien, tu appliques les principes que je partage et que tu vois les résultats physiquement, eh bien, c'est là où tu buy in, où tu te dis, OK, je suis dedans. Ouais, et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé avec Denis, entre autres. Parce qu'il y en a d'autres, hein. Il y a eu Kevin Mbabo aussi qui est passé chez toi. Voilà, il est venu me voir également. Alors, il n'y avait pas de blessure en particulier. Enfin, parce qu'on peut aussi se perfectionner avec toi. C'est pas seulement une question de blessure. Voilà, ouais. Les gens pensent que c'est uniquement le côté blessure ou le côté articulaire qu'on vient me voir. Il y a tout le côté performance sur lequel je suis assez calé, j'estime en tout cas. Et c'est un tout. Moi, j'aime voir le corps comme une interaction de plusieurs systèmes. Et on va travailler sur tous ces systèmes de façon à améliorer la performance de la personne qui travaille avec moi. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, avec Kevin, c'était un processus un peu différent. On s'est attardé plus sur certaines qualités athlétiques, alors qu'avec Denis, c'était plutôt un focus axé uniquement sur le genou et la rééducation ou réathlétisation du genou. Ok. Voilà. Et comment on arrive à acquérir une telle connaissance? Parce qu'à un moment donné, on se dit, ok, c'est quand même, si je parle en chiffres, juste de ces deux noms, c'est quand même des belles sommes d'argent au niveau footballistique, tu vois. Et si on revient un peu sur ton parcours, tu as été sportif toi-même. Exactement. D'ailleurs, tu l'es toujours. Toujours. Et comment ça se passe pour atteindre une telle connaissance, pour te dire, OK, aujourd'hui, j'ai les outils pour te transmettre ce que tu as besoin pour avoir un genou, un bon état, pour être dans un état physique au-dessus, pour être plus fort que les autres. Par quoi t'es passé? Si tu me prends un petit peu, si on repart un peu en arrière, je sais que tu as fait beaucoup de boxe. Parle-moi un petit peu des expériences qui ont mené un petit peu à tout ça. À mon acquisition de savoir, tu veux dire? Ouais, au fait de comprendre aujourd'hui la fonctionnalité des genoux, des épaules, des choses comme ça. Ok, alors il faut remonter un peu à mon parcours en tant qu'athlète, je dirais, ou en tant qu'enthousiaste de sport. Eh bien, j'ai toujours été dans le sport. J'ai toujours été un sportif. J'ai toujours aimé les arts martiaux. C'est ce que j'ai étudié le plus. C'est ce que j'ai pratiqué le plus. Et il y a une mentalité dans les arts martiaux, plutôt, je dirais, dans le sport de combat. J'étais plus axé dans le sport de combat après que les arts martiaux. On a un peu cette mentalité no pain, no gain. On en voit toujours. On ne pense pas vraiment à prendre soin de notre corps. De soi, ouais. Voilà, on ne prend pas vraiment soin de son corps. Et j'ai eu plusieurs blessures. Alors, j'ai eu une première blessure où je m'entraînais énormément et je me suis blessé à l'épaule gauche. Okay. Et j'ai eu une première opération à mon épaule gauche. Donc, j'étais arrivé à un stade où on commence à sentir l'épaule un petit peu, mais on continue à forcer. Donc, je faisais de la musculation et de la boxe à cette époque-là. Et je continue à pousser jusqu'au jour où j'arrive plus du tout à bouger mon épaule parce que la douleur était trop intense. D'accord. Donc, j'ai eu ma première opération à ce moment-là. Et là, c'est quoi? Diagnostic, on te dit, Kevin, il faut absolument prêter ton épaule, sinon tu peux plus continuer les sports de combat. Voilà, en gros, c'était ça. On était vraiment dans le côté radical. On a fait un IRM parce que c'est toujours les... Alors, avant ça, il y a eu 4 mois de traitement avec des traitements, ce que j'appelle des traitements passifs, des massages, des infiltrations qui ont donné rien du tout. Alors, j'ai demandé un IRM à ce moment-là. Quand j'ai demandé l'IRM, on a vu que j'avais une déchirure du labrum, que j'avais certains tissus endommagés. Donc, la seule solution à ce moment-là qu'on me propose, c'est l'opération. Mais à ce moment-là, j'ai aucune connaissance profonde du corps humain. C'est-à-dire que je suis un athlète compétiteur, mais je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Donc, ce que le médecin me dit, en gros, c'est ce qui est, en gros. Donc, il me dit qu'il faut faire une opération. Ce que je fais mon opération et en sortant d'opération, j'étais toujours limité dans ce que je pouvais faire avec mon épaule. Donc, je n'ai pas pu continuer à faire les choses que je faisais auparavant. Mais ceci étant dit, je suis resté sportif. J'ai commencé à me former dans le coaching avec les cursus de base. Mais ce n'était pas assez profond pour m'aider de toute façon. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une blessure à l'autre épaule. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, non, je ne comprends pas comment j'arrive à me blesser à une épaule. J'ai une opération et tout d'un coup, c'est l'autre épaule qui lâche. Alors encore, les mêmes processus, je vais voir des médecins, je demande un IRM directement, les mêmes lésions que pour l'épaule gauche.
Donc là, on parle de l'épaule droite. Et c'est à ce moment-là où on me propose l'opération également. De nouveau. Okay. De nouveau. Donc, on me propose la même opération. Mais j'ai eu vraiment une mauvaise expérience avec ma première opération. Ah, c'est vrai? Mauvaise expérience dans le sens où c'est frustrant de se sentir limité. Parce que quand on a une blessure, eh bien déjà, on régresse. Et quand on a une opération, eh bien, on ne revient pas à la même base de référence où on était auparavant, qu'on avait au début. Voilà, donc on est toujours plus bas. C'est ce que j'explique souvent. Si on était là avant, eh bien, après l'opération, on sera plus bas. En général, c'est là où on nous laisse. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème, de toute façon. Mais ça, je l'ai compris que plus tard. Et donc, avec mon épaule droite, c'était hors de question que je fasse une opération à ce moment-là. J'ai dit non, vous regardez au mauvais endroit. Et c'est là où j'ai commencé à chercher un peu plus profondément pour avoir des réponses en fait, aux questions que je me posais. Donc là, tu t'opposais carrément à l'avis d'un médecin. C'est-à-dire qu'en soi, tu te disais, OK, aujourd'hui, j'ai eu une expérience qui, pour moi, est négative par rapport à ma première épaule gauche. Aujourd'hui, je prends moi-même la décision de faire autre chose. C'est-à-dire que vous me conseillez une opération, mais non, moi, aujourd'hui, je sais que je peux m'en sortir autrement parce que tu avais déjà une connaissance qui pouvait te le prouver et t'affirmer que tu allais avoir une épaule fonctionnelle, ou c'est juste parce que tu t'es dit non, l'épaule gauche n'a pas fonctionné, je fais autre chose? Exact, en gros, c'est ça. À ce moment-là, j'ai aucun savoir profond encore de ce qui se passe, encore une fois. Ce que je me dis, c'est que par expérience, ce qui s'est passé avec l'épaule gauche, eh bien, c'était pas satisfaisant selon mes standards. Et j'ai trouvé que c'était un peu une approche facile aussi de dire, voilà, maintenant c'est l'opération. Alors que pour moi, il doit avoir un entre-deux, en fait, entre être blessé et avoir l'opération. Alors, dans certains cas extrêmes, oui, on doit passer par l'opération, mais dans ma situation, je pensais que c'était pas nécessaire. Ou du moins, c'était important d'avoir un avis autre. Extérieur, en tout cas. Un avis qui était différent de celui qu'on me proposait. Et c'est là où voilà, j'ai commencé à faire ma recherche. Et j'ai commencé au fil des années à acquérir plus de savoir et acquérir une meilleure compréhension du corps humain. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai inventé tout ça. J'ai appris à travers d'autres personnes qui avaient une philosophie différente de ce que les médecins me proposaient à l'époque. Donc voilà, et puis après, petit à petit, eh bien, j'ai su mettre les pièces du puzzle ensemble pour pouvoir construire une épaule qui est robuste aujourd'hui. Je peux faire des choses que je n'ai jamais pu faire auparavant. Alors, j'ai eu le même cas avec mon dos également. Donc, toute la famille du côté de mon père qui souffre de douleurs au dos n'ont pas pu travailler après leurs 30 ans. Voilà, tout simplement parce que ont des douleurs au dos. Alors, moi, je souffrais de douleurs au dos à l'âge de 17 ans, 18 ans. Mon grand frère également. Et on m'a toujours dit que c'était génétique. On m'a dit c'est génétique, toute la famille du côté de votre père, ils ont tous mal au dos, donc vous avez mal au dos. Et encore une fois, pour moi, c'était un truc qui n'avait pas de sens, selon moi, que la douleur soit génétique quelque part. Ça s'est développé après en questionnant tout ça, parce qu'au début, quand on me le disait quand j'avais 17 ans, 18 ans, eh bien pour moi, c'était la vérité, c'était une fatalité en fait. Et on décide d'accepter cette fatalité. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me questionner. Par la même occasion, mon épaule, c'est peut-être mon épaule qui a engendré tout ça. Et aujourd'hui, je fais des choses que jamais j'aurais cru être capable de faire. Donc, tout ça pour montrer que le corps a cette capacité de s'adapter si on connaît vraiment bien ce qu'on fait. Et de se régénérer aussi. De se régénérer, voilà. Parce que le fait, c'est après aussi une question de temps. C'est-à-dire que, du sens, tu as une opération, si je fais l'exemple des deux, disons qu'une opération te dure 2 heures de travail pour la personne qui te fait l'opération. Une rééducation peut-être de 2 à 3 mois, dépendamment de la gravité de la lésion et de la blessure. Maintenant, si tu ne fais pas d'opération, souvent, je vais dire que le processus et la rééducation sera peut-être plus longue parce qu'il faut prendre le temps de réhabituer les tissus et ce genre de choses. Mais maintenant, si une personne lambda qui a des problèmes de dos, comme tu le dis, ou des problèmes d'épaule ou même de genoux, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'arthrose, des choses comme ça, sont des choses qui sont vraiment très communes dans notre monde. Et on leur propose l'opération, parce que c'est peut-être le quick fix, c'est la solution facile. Toi, aujourd'hui, avec du recul et ta notion, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là? Écoute, je dirais ce que je me suis dit, de questionner ce qu'on leur propose et de ne pas s'arrêter uniquement à un avis. Donc d'aller chercher des avis peut-être contradictoires et d'essayer.
Maintenant, c'est toujours complexe. C'est toujours complexe parce qu'on est toujours un peu désespéré, on va avoir une solution. Et c'est dur de savoir exactement qui il faut croire À qui faire confiance à ce qui niveau-là. faire confiance à ce moment-là. Donc, c'est un processus qui, j'ai pas de réponse absolue. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas être dans les absolus. Et je pense que si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a mal au dos, par exemple, eh bien, c'est de pas travailler avec des gens qui sont dans les absolus. C'est-à-dire dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il ne faut pas le faire, ça il faut le faire, c'est l'opération ou rien. Parce que c'est un peu ce qu'on m'avait présenté. D'accord. Et c'est ce que je dis, on doit toujours se trouver dans une zone grise quelque part. Et c'est comme ça que moi j'approche en tout cas le monde de la santé, du fitness ou de la performance, peu importe. C'est là où on doit se situer dans cette zone grise. Ok. Ce que je conseille aux gens, c'est de ne pas se condamner. Il y a plein de choses à faire. Et sur le chemin de l'apprentissage, eh bien, je suis sûr qu'il y aura du progrès quoi qu'il arrive. C'est clair. Après, il faut prendre ce qu'il y a à prendre et il faut enlever ce qu'il faut enlever. Maintenant, c'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'on doit développer son esprit critique. Critique, exactement. Et pour développer son esprit critique, eh bien, il faut chercher à apprendre constamment plus. Il faut du courage aussi, parce que le fait d'aller à l'encontre de souvent des gens qualifiés pour te donner la meilleure solution, c'est compliqué d'aller à l'encontre. À 100%. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a pas de... Ça demande... il faut oser. Je pense qu'au début, il faut le faire. C'est comme tout. Il faut se lancer la première fois. Et puis après, si ça commence à avoir du sens, eh bien, on commence à questionner un peu le tout. Exactement. Moi, je suis arrivé à un stade où je questionne tout ce qu'on me dit. Parce qu'avant, je me rendais compte que je répétais les choses simplement pour les répéter. Et pour moi, c'était des vérités absolues. Et c'est ce qu'on dit, on ne s'en rend pas compte au quotidien, mais on répète des choses qu'on a entendues, alors qu'on ne sait pas sur quoi c'est fondé. Totalement. Alors, il faut toujours se poser la question du pourquoi. Pourquoi je fais ce qu'on me demande de faire, pourquoi je le fais, et chercher à aller toujours un peu plus loin. C'est clair. Alors moi, j'ai toujours un conseil que je donne, c'est de prendre 3 avis différents sur le même sujet. De la même façon, j'opère de la même façon quand je lis des livres, que ce soit des livres techniques ou autres, eh bien, techniques dans mon domaine, j'entends, de prendre 3 livres d'auteurs différents. Et dans le meilleur des mondes, avec des points de vue différents. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de développer notre esprit critique. Parce que si on lit uniquement un livre, eh bien, l'opinion de l'auteur devient notre opinion. Il nous influence. Exactement. C'est clair. Parce que du moment où quelqu'un va t'apprendre quelque chose, eh bien, tu n'as aucun point de comparaison. Donc la première question à se poser, c'est ok, c'est mieux, mais comparé à quoi ? Il faut avoir un point de comparaison. C'est clair. Si on a 2, 3, ben c'est mieux. Parce qu'on développe aussi la connaissance sur le sujet. Parce que celui qui a un contre-argument, il va peut-être ajouter quelque chose en plus qu'on ne connaissait pas. Une plus-value, ouais, c'est sûr. Voilà, exactement. Donc il y a toujours une plus-value et je pense que c'est comme ça que les gens devraient approcher tous les domaines de manière générale. Donc pas prendre l'avis de quelqu'un comme si c'était une vérité absolue. En tout cas, c'est comme ça que j'approche le tout. Et pour rejoindre ce que tu disais auparavant, qu'est-ce qui me permet de travailler avec ces gens-là qui ont ces célébrités dans le foot, toi, les autres athlètes de haut niveau, eh bien, je pense qu'il faut avoir atteint un certain niveau d'expérience que j'estime avoir atteint aujourd'hui. Et encore une fois, en toute humilité, si je n'avais pas la capacité de le faire, si je ne me sentais pas prêt, eh bien, je ne le ferais pas. Je ne le ferais pas, même si ça donne une renommée quelque part, ce n'est pas quelque chose que je ferais. Parce qu'il y a une certaine responsabilité derrière. C'est clair. Donc on peut pas foirer à ce niveau-là. C'est clair. Voilà, donc c'est comme ça que j'approche la chose. On reviendra sur ça parce que pour l'anecdote, c'est vrai que même moi, pour ma part, j'étais sceptique au début. Parce que, on va revenir parce que ton retour en Suisse en 2016, mais avant ça, il faut que tu me parles de ton départ pour New York. Parce qu'après, justement, de décider de ne pas te faire opérer, tu décides de partir aux States pour justement aussi de nouveau, c'est quoi ? Pour t'instruire justement sur les articulations. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon épaule droite, j'étais déjà aux États-Unis. Ah, t'es déjà là-bas ? Voilà, okay. J'étais déjà là-bas quand c'était devenu un état critique. Okay. Donc moi, je suis parti aux États-Unis à la base, pas pour m'instruire, c'était vraiment pour vivre à l'américaine, parce que c'est un pays que j'ai toujours voulu
vivre le rêve américain. Et je voulais toujours aller à New York parce que New York étant ma la ville de référence, rêve. quoi. Voilà. Donc je suis parti là-bas. Et à la base, je devais finir mon bachelor en business. Ok. Donc c'était ça l'idée. Et arrivé là-bas, ben, j'ai complètement switché. Et j'ai décidé de me consacrer plus dans le métier du sport. Ok. Donc c'est un peu ce qui s'est passé. Mais c'était pas Ah, ça à la base. C'était pas en fait, le projet initial. Pas du tout en fait. C'est marrant parce que moi, en étant sportif, eh bien, on m'a toujours dit, ah, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Je suis quelqu'un qui aime être en marge en général. Donc si on me met dans une case, eh bien moi je vais faire... Tu vas faire autre chose. Voilà, je vais essayer de faire autre chose. C'est un peu ça l'idée. Et j'étais assez têtu pendant un long moment et me dire non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Parce que pour moi, ça me paraissait très basique Ok. d'être un coach. Ok. Pour moi, c'était facile. Ouais, Tout le monde pouvait le faire. Alors si tout le monde peut le faire, pour moi, c'est pas intéressant. totalement. Donc c'était un peu ça ma première critique. Totalement. Et j'ai totalement changé d'avis, bien entendu, parce que j'ai compris la valeur que ça avait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais en tout cas une carrière. Et c'est comme ça que je le considère. Mais voilà, c'est à la base, j'étais parti à New York juste pour vivre, quoi. Juste pour vivre. Pour vivre. Et Pour tes, essayer. et tes expériences new-yorkaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, donc maintenant, tu te refocalises un petit peu sur le fait de devenir, c'était quoi, plutôt coach sportif en soi. Mais coach sportif, ça veut dire quoi? C'est que tu es apte à entraîner certaines personnes, à leur donner une plus-value justement aérobique, musculaire. Mais toi, tu t'es quand même beaucoup plus focalisé sur l'articulation qui était justement ton problème aussi d'épaule. Exactement. Donc oui, après, je pense que dans ce domaine-là, au bout d'un moment, on choisit un peu une spécialité. J'aime pas trop ce terme en général parce que je suis quelqu'un qui aime avoir une vue assez globale, voilà, et générale des choses. C'est ma philosophie en général. Mais oui, je me suis orienté plus vers les articulations parce que je pensais que voilà, c'est quelque chose qu'on n'en parlait pas assez. Mais c'est la fondation. Donc on ne peut pas bouger si on n'a pas des articulations en bonne santé. Si on a mal, eh bien, on ne peut pas améliorer ses performances. Et on le sait en tant qu'athlète, parce que je l'ai été moi aussi, eh bien, si j'ai mal, je ne vais pas être capable d'exécuter ce que je veux exécuter de la meilleure façon. Alors oui, je vais le faire, mais ça ne va pas être mon 100%. Et à la longue, ça crée encore plus de dégâts, dégâts. Et c'est un peu cet effet boule de neige qu'on crée et qu'on ne voit pas venir. Jusqu'au jour où on n'arrive plus rien à faire. Donc oui, je me suis spécialisé là-dedans parce que c'est la fondation selon moi. C'est la fondation de tout. Donc, et avec ça, tu peux après faire ce que tu veux en fait. C'est cette fondation qui va te permettre après d'ajouter encore certains éléments à ton... Exact. En gros, c'est comme construire une maison. C'est pour ça que je l'appelle la fondation. Donc, il y a la fondation qu'on va poser. Une fois que c'est stable, eh bien, tu peux build up. Tu peux rajouter. Exact. Et c'est un peu ça. C'est ça l'idée de l'entraînement, selon moi. Et sachant que le corps humain peut faire de sacrées choses. Donc, où on peut le ramener, ça, on ne sait pas. Mais on sait que avec le savoir et en faisant les bonnes choses, encore une fois, c'est dur de bonnes choses entre guillemets, mais on peut faire des choses extraordinaires. Totalement. Et après, voilà, il y a ce retour, tu sais, on va dire en 2016, je crois, pour ce fameux, parce qu'il y a un peu cet effet mode. Tout d'un coup, tout le monde entend parler du CrossFit. Même moi, en tant que, tu vois, sportif dans mon truc et tout, on parle de CrossFit, c'est la nouvelle mode et tout, il faut absolument en faire. Tu fais des exercices pendant 1 heure ou 45 minutes, après t'es bien cassé, mais ça te fait du bien, t'as dépensé tes calories et tout ça. Et en fait, tu vois, par rapport à ce que tu dis, t'es pas du tout dans cette optique-là, toi. Exact. Mais pourtant, c'est là-bas que je t'ai vu pour la première fois. C'est ça, c'est vrai, c'est assez ironique quand tu y repenses comme ça. Pour la petite histoire, donc moi je vivais à New York, c'était le grind new-yorkais, donc plusieurs boulots, etc. On essaie de survivre et de s'en sortir au final, c'était vraiment ça. Et je reçois un appel d'un ami à l'époque qui me dit voilà, je vais lancer une salle de sport. Je vais lancer une salle de CrossFit. Lui, il est à fond dans le CrossFit, comme tu dis, c'est le moment où ça explose en tout cas. C'était l'effet mode en ici, tout cas. c'était la mode, ouais. Et du coup, il me dit, ouais, j'aimerais bien le faire avec toi. Donc, au début, je dis non, parce que je suis bien en vivant ma vie new-yorkaise. Et après, je décide quand même de venir. Les circonstances ont fait que je me suis dit, bon, je vais venir, mais temporairement.
Et l'idée du CrossFit, pourquoi ça ne matchait pas vraiment avec moi, c'était... voilà, c'était pas forcément ma philosophie de travail sur tous les aspects. Il y a des bons trucs, bien entendu. C'était juste que je voulais ramener une structure, si tu veux. Je me suis dit, je vais essayer de ramener une structure au CrossFit qui est traditionnellement présenté au peuple. Okay. Donc, c'était un peu ça l'idée. Et ça s'est fait à un certain degré. C'est un petit peu, je me rappelle, cette mobilité au début à l'échauffement, par exemple, qui était quelque chose qui était très important pour toi. Exact. Donc, pour moi, c'était important de faire une mobilisation articulaire au début, à chaque fois, de finir avec un peu de respiration parasympathique, question de relaxer son système nerveux, etc., etc. Donc, c'était un peu cet aspect-là que je voulais structurer et développer. Et c'est ce qui s'est fait. Après, avec le temps, eh bien, la salle a continué à tourner, etc. Je me suis prêté au jeu, bien entendu, moi aussi. Et voilà. Puis après, on a décidé de se séparer. Mais c'est vrai que c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés. Et je pense qu'il y avait un clash entre le message que je faisais passer sur les réseaux sociaux ou autres et le côté brut du CrossFit, quelque part, où on fait les entraînements, on donne tout 100% et on est mort, on est fatigué. Alors qu'il y avait le côté un peu plus stratège, une approche un peu plus structurée. Exactement. Et en fait, c'est ça que je fais. Et je pense que c'est une des décisions aussi qui a fait que j'ai décidé de m'éloigner des classes de groupe de ce style-là aussi. Totalement. Parce que c'est vrai, c'est un très bon point parce que je trouve que la mobilité aujourd'hui, ou même quand tu parles de respiration pour le bien-être, sont des choses qui sont souvent un petit peu bâclées par la société et l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, si je prends exemple, que ce soit pas forcément moi, mais comme je l'ai dit auparavant, des personnes lambda qui ont des problèmes de dos, qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes d'épaule aussi, souvent de nuque, dû au stress. Le stress engendré par des vies stressantes, de travail, de demandes constantes sur notre organisme. Aujourd'hui, tu vois, à quel point est important justement la mobilité, d'être mobile, de pouvoir se dire, OK, je prends le temps pour mes genoux, pour mes chevilles, parce que c'est ce qui va me servir. Si je suis assis pendant 10 heures au bureau et je ne bouge pas mon dos, ben, sur la longue, ça va quand même être contraignant. Effectivement, le problème, en fait, c'est ça, c'est que on est le résultat de milliers d'années d'évolution. Okay? Et ces 100 dernières années, il y a eu plein de changements dans nos vies. Okay? Et le problème, c'est qu'on ne peut pas défaire ces milliers et milliers d'années d'évolution en se disant le corps est OK avec ce qui se passe maintenant. Ce n'est pas nous qui choisissons ça. Donc, on doit faire des choses pour compenser le fait qu'on ne bouge pas comme un être humain. On doit faire des choses pour compenser le fait qu'on ne vive pas comme des êtres humains. On doit faire des choses pour compenser le fait qu'on soit constamment stressé. Et c'est ce que les gens oublient. Et c'est pour ça qu'on a tous ces problèmes qu'on voit aujourd'hui. Ces problèmes articulaires ou autres. Donc chacun doit prendre la responsabilité de prendre soin de soi et de faire le travail en plus parce que c'est pas nous qui choisissons ça. C'est pas un choix. On doit le faire si on veut être en bonne santé. C'est clair. Et encore une fois, je pense qu'on a tendance à oublier les fondamentaux. Parce que si on est en bonne santé, eh bien, tout le reste va aller mieux. C'est clair. Et j'ai l'impression qu'en général, dans tout, eh bien, on s'attarde sur les choses où il y a le moins d'importance. On s'attarde sur le 1% au lieu de s'attarder sur le 99%. C'est clair. Et ça, c'est un grand problème de notre société en général. C'est sûr. Tu vois, j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me disent quel supplément je peux prendre pour faire ci, ça, ça, pour mieux dormir. La méthode facile. La méthode facile. Parce que c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui. C'est le truc sexy. C'est un business. On va nous dire, OK, il faut que tu prennes tel et tel et tel supplément. Mais on regarde que le pic de la pyramide. Le dernier truc qu'on devrait essayer, on le met en premier lieu. Alors que ça devrait être l'inverse. On devrait s'attarder sur la base de la pyramide, les trucs simples. OK, est-ce que je fais ce qu'il faut pour dormir? Totalement. 8 heures en moyenne par nuit. Tu vois, c'est ces choses-là. Est-ce que je bouge comme je devrais bouger? Cette remise en question constante. Exact. Et tu sais quoi, je vais dire la vérité, il y a plein de gens qui n'aiment pas quand on leur dit en fait qu'ils sont responsables des problèmes qu'ils ont. Des problèmes qu'ils ont.
C'est la vérité. C'est toujours facile de mettre la faute sur les autres. Mettre la faute sur la chaise. Mettre la faute sur le bureau. Mais le vrai responsable, c'est toi. Parce que c'est toi qui ne prends pas soin de ton corps. Ce n'est pas la faute de quelque chose ou quelqu'un. Ce n'est pas la faute d'un aliment. Ce n'est pas la faute d'une chaise. Ou la faute de temps. Ou la faute du temps. Voilà. Qui pourrait être pour certaines personnes une excuse. Je travaille 10 heures, j'ai les enfants quand je rentre le soir. J'arrive pas à trouver 5 minutes pour faire des rotations du dos, par exemple. Ouais. Mais en soi, ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend pas beaucoup de temps. Le travail minimum prend pas beaucoup de temps. Après, ce que je comprends, c'est que le contexte a son importance. Et c'est là où on travaille avec la personne. Donc oui, si tu es une maman et que tu as 5 enfants, ton temps est limité. Maintenant, je pense que tout est une question de choix de toute façon. Tout à fait. Okay? Si je prends mon exemple à moi, eh bien, j'ai déjà fait j'adore ce que je fais. Mais quand j'enchaînais beaucoup de clients à la suite, eh bien, financièrement, c'est extraordinaire. On est content. Mais quand je regarde les autres aspects, eh bien, ça ne me convient pas. Totalement. Alors, oui, à la fin du mois, tu as ton compte en banque qui est plein, mais tu n'as pas le temps pour toi, tu dors pas bien, tu manges pas bien, tu t'entraînes pas, etc. Donc, c'est là où il faut faire le pour et le contre. Et c'est là où c'est une question de choix. Et c'est une question de responsabilité. Et je pense que chacun a la possibilité de choisir au final. Alors oui, on a des contraintes, et je pense que c'est aussi, c'est pas figé dans le temps ce que je dis. C'est-à-dire que peut-être dans un certain moment de sa vie, eh bien, il y a des sacrifices à faire, mais sur la durée, eh bien, il faut voir les choses sur le long terme, et c'est là où il faut faire les ajustements nécessaires. C'est clair. Après, voilà, qui suis-je pour donner des leçons? J'utilise juste non, mais c'est juste. J'utilise juste l'aspect du corps humain, et ça peut se refléter sur d'autres choses, tu vois. Après, c'est la question que j'allais te dire, c'est parce qu'au niveau de la crédibilité, comment ça se passe? Parce que le statut aujourd'hui dans la société, il est important. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement, souvent, nous sommes jugés ou pris en considération par rapport à notre statut. 100%. T'es pas médecin. Non. Il y a un médecin qui me dit, bah écoute, je sais pas, prends ce cachet pour dormir, ça t'aidera sur les prochaines semaines. Et toi, tu diras non, on va faire autre chose. Mais moi, en tant que noble homme de la société, on me dit, ben, excuse-moi, mais Kevin, t'as pas de statut. Genre, en tout cas, t'as pas de titre de médecin qui me dit que je peux te faire confiance à 100%. Comment tu vis avec ça? Écoute, moi, maintenant, je me suis habitué, mais j'ai toujours une frustration quelque part. Parce que c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Je dis quelque chose et il y a une autre entité qui va dire l'inverse. Donc, il y a toujours ce clash. Et souvent, je suis choisi en tant que dernière option. Je me suis habitué maintenant. Donc, mon discours, qui n'est pas le discours populaire, eh bien, qui n'est pas un discours vendeur non plus, eh bien, tu ne vas pas le considérer au début. Parce qu'on est dans une société qui... on nous a habitués au quick fix, réparation rapide, blâmer les autres trucs, etc. Pas faire le travail. Quelqu'un d'autre fait le travail pour nous. Okay? On va être couché sur une table et quelqu'un fasse le truc pour nous. Et quand tu as quelqu'un qui vient et qui te dit « Non, c'est ce que toi tu dois faire », je ne te dis pas que ça va durer 2 semaines, 3 semaines. Je te dis que ça va durer le temps que ça dure. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 année. C'est dur pour toi de... C'est clair. Inconsciemment, tu ne vas pas vouloir prendre cette route. C'est un fait. C'est clair. Alors, maintenant, je me suis habitué et c'est un problème pour moi parce que je sais que quand les gens viennent me voir en tant que dernière option, ça fonctionne. En général. Okay? Beaucoup de positifs. Voilà, j'ai que des résultats jusqu'à maintenant. Donc, c'est une frustration et c'est mon discours de tous les jours. Et on ne doit pas, encore une fois, prendre ce que quelqu'un nous dit comme une vérité absolue juste parce que la personne a un titre. Et encore une fois, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que tout ce que je fais et tout ce que je dis, je l'enseigne. Et je donne tous les aspects. Et j'invite les gens à questionner également ce que je dis. Je ne veux pas être le roi de la vérité. Totalement. Et ça, je pense que c'est un problème avec les gens qui ont des titres ou qui s'attachent uniquement à leurs titres. Les gens qui viennent se présenter vers moi et qui disent « Ah, mais moi, parce que je suis médecin. Et alors? Je connais plein de médecins qui disent des conneries. Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de... Tu as le droit, voilà. Totalement. Voilà, donc plein de médecins qui disent des conneries. Plein de... voilà, c'est... Le titre ne donne pas de valeur forcément à ce que tu fais. Alors oui, ça donne une crédibilité, ça c'est sûr, parce que tu as mis le temps, tu as investi de ton temps
pour acquérir du savoir. Mhm. Mais ça veut pas tout dire. C'est clair. Donc, pour moi, si tu viens de présenter où ta crédibilité, elle est résumée uniquement par ton titre, moi, je sais que tu sais pas grand-chose. Ok. Pour moi. En tout cas, pour moi, tu n'es pas crédible. C'est pas ça qui donne de la crédibilité aujourd'hui. Spécialement dans l'ère dans laquelle on vit aujourd'hui, où la connaissance est tellement accessible, peut-être trop, et c'est ça qui donne du mal à différencier ce qui est Il faut bon dissocier de ce qui est bon et mauvais. Hein, et si du c'est mauvais, clair. exactement. Mhm. Mais on a la capacité d'apprendre énormément par nous-mêmes. C'est clair. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui était moins accessible auparavant. Mais aujourd'hui, dans l'optique où, par exemple, moi, je suis une personne butée, je pourrais dire, mais c'est qui ce gars qui est arrogant comme ça? Il me vend des trucs et tout. Ok, il a pas, comme on l'a dit avant, il a pas de titre, il est dans le fitness et tout ça, mais moi, mon médecin m'a dit que c'est comme ça et pas autrement. Donc, est-ce qu'on t'a déjà trouvé arrogant? 100%. Et 100%. Et je pense qu'à certains moments, ça peut être perçu comme ça. Et peut-être que ça l'est, et peut-être qu'il y a une certaine arrogance aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir compris des choses que d'autres n'ont pas compris. Et je me dis, laisse tomber. Tu te caches derrière ton titre, mais j'ai compris des trucs que tu n'as pas compris. Et c'est pas moi qui parle, ce sont les résultats qui parlent, Exact. pour moi. Donc, c'est ça, c'est le problème d'aujourd'hui, mais je peux pas en vouloir aux personnes. Non, totalement. C'est tout à fait normal de se dire, attends, mais c'est qui ce mec-là? Alors maintenant, il y a plusieurs trucs à analyser. Est-ce que tu dois développer ton esprit critique et te dire, ok, ça a du sens, ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Ça résonne avec ma philosophie des choses, oui ou non? Ok, je peux essayer ou pas, à voir. Et c'est là où tu te dis, ok, le titre, au final, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. Tout à fait. Ou jusqu'à un certain degré, je dirais. Tout à fait. Moi, j'ai pas la prétention de dire, je n'irai pas faire de la chirurgie. Tu vois? C'est pas ton domaine. C'est pas mon domaine. Chacun son domaine. Donc, encore une fois, il faut savoir rester dans son domaine aussi. Ça, c'est clair que si ça sort de mes compétences, eh bien, je vais Tu vas déléguer à quelqu'un d'autre. Totalement. Bien entendu. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est un problème que j'ai au quotidien, tous les jours. Tous les jours, mon gars. Encore plus maintenant, là, quand je travaille avec vous, avec les athlètes de haut niveau. Bah justement, maintenant, la crédibilité se gagne quand même à un moment donné. Quand il y a, on l'a dit avant, des gars comme Denis Zakaria, Kevin Mbabou, moi qui suis venu aussi avec toi, et d'ailleurs encore aujourd'hui, Naïma encore qui est venu, et je pense encore d'autres, j'en oublie, et je pense que ça va faire que de grimper. C'est quoi maintenant le deal? Comment les gens te perçoivent aujourd'hui? On va se dire que il y a 2 ans, tu nous vendais ton truc et on te disait non, Kevin, écoute, tu nous fatigues avec ton truc. C'est pas pour nous. Nous, on va voir nos gars là, qui on connaît depuis des années. Ils nous font nos trucs. Ça progresse pas forcément, ou ça progresse pour moi, ça va très bien. Mais toi, ce que tu dis, on veut pas, il y a aucune crédibilité de ce que tu dis derrière. Aujourd'hui, comment on sait? Bah, je pense que de toute façon, il y a toujours un élément déclencheur, tu vois, qui fait que les gens après ont commencé à tendre l'oreille et écouter et dire peut-être que ça a du sens. Donc c'est vrai que le fait d'avoir travaillé avec toi et Clint, eh bien ça a fait, je pense, un bouche à oreille aussi. Je sais pas comment ça se passe au sein de votre milieu également, mais les gens disent ok, c'est le gars qui entraîne les athlètes. Et bien entendu, les athlètes, eh bien, vous êtes l'instance la plus élevée, si tu veux, dans le monde du fitness et souvent dans le monde de la santé. C'est interprété en tout cas de cette façon-là. Eh bien, on se dit, en fait, ce qu'il fait, ça a du sens. Et c'est bien pour moi, bien entendu, parce que c'est quelque chose que j'aime faire, j'aime travailler avec des athlètes, etc. Mais j'ai pas envie que ça soit reconnu que d'après cet aspect-là. Parce que je peux pas critiquer aussi quelqu'un, parce que je vois des gens qui entraînent des athlètes de haut niveau, même les plus hauts niveaux d'athlètes, et je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Donc je peux pas me baser uniquement sur ça. En disant, regarde, lui, cet entraîneur, ce coach, il fait ça avec LeBron James, donc voilà ce qu'il faut faire. Lui, il sait exactement ce qu'il fait. Il y a la science infuse. Exactement. Lui, il a la science infuse et c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est cet exercice-là qu'il faut faire. J'ai pas envie que les gens se disent ça non plus. Mais pas tout le monde est LeBron James. Voilà. Et pas tout le monde a cet esprit critique non plus. C'est clair. Donc voilà. Donc c'est ce que je critique chez les autres, je veux que ça s'applique chez moi également. Totalement. C'est un peu la même idée.
Donc oui, le fait de travailler avec des athlètes de haut niveau, eh bien, ça rapporte de la crédibilité. C'est cool. Je pense que c'est le but de tous les entraîneurs. Il n'y a pas un entraîneur qui fait ça et qui se dit j'ai pas envie de travailler avec des athlètes de haut niveau. C'est le rêve. Donc, bien entendu, oui, c'est le rêve et c'est un élément déclencheur, encore une fois, d'avoir travaillé avec toi. Maintenant, les footballeurs eh bien, prennent conscience également que peut-être il peut apporter quelque chose. Tu vois. C'est clair. Donc, c'est ça qui est cool. Après, on peut élaborer dessus, tu vois. Mais comment c'est perçu au niveau extérieur? Les gens, comment ils te demandent, par exemple, mais Djourou, Mbabou, Denis ou Clint, ils sont comment? Les gars, tu vois, c'est quoi leur... Je sais pas, tu vois, ils veulent connaître un peu les insights du fait de travailler. Est-ce que c'est un bosseur? Est-ce que tu as dû le pousser? Est-ce que tu les engueules? Est-ce que, tu vois, est-ce que tu es en confiance ou t'es un peu effacé? Tu vois, les gens, ils veulent savoir comment le coach, c'est quoi le rôle d'un Kev quand il travaille avec ce genre de gars. Ouais, les gens me posent des questions sur la personne, en général. Ah, il est comment, etc. Est-ce qu'il est cool, etc. Comment j'approche le travail avec eux. Et au final, oui, j'ai la chance de travailler avec des gens avec qui je m'entends bien, tu vois. Donc, toi et moi, on s'entend super bien avec les autres également. Yes. Donc, c'est une bonne énergie, tu vois. Et c'est aussi peut-être une énergie qu'ils ne vont pas ressentir de l'extérieur, forcément. Peut-être ils ont des images aussi de vous, de comment vous êtes, etc. Et après, le fait de parler avec moi, eh bien, ils se rendent compte, ah, en fait, non, c'est des gens normaux, en fait. Et ils me demandent également comment j'approche l'entraînement avec les athlètes de haut niveau. Donc ça, c'est une question qui revient souvent. Alors, ma réponse, c'est que, encore une fois, je traite l'être humain. Je traite toujours l'homo sapiens. C'est le premier truc que je traite, quoi qu'il arrive. Après, ce qui est plus fun avec les athlètes de haut niveau, bien entendu, c'est qu'on a l'occasion de travailler sur de la performance, des trucs qu'on ne ferait pas avec de la population générale, par exemple. Donc, c'est un peu les questions qui reviennent de manière récurrente, je dirais. Ok. Mais donc, la personnalité, le fait de travailler avec la personne est quand même importante parce que tu pourrais avoir un gars qui vient vers toi, qui te dit, OK, Kev, on essaye pendant 2 semaines, mais tout d'un coup, il y a des différences. On n'est pas forcément d'accord sur l'approche. Comment ça se passe? Écoute, si on n'est pas d'accord, eh bien, c'est... Est-ce que c'est seulement ton chemin ou est-ce que l'adaptation se fait dans les deux sens? Écoute, je pense que quelque part, ça va se faire dans les deux sens. Okay. Mais on va le sentir. Moi, si je sens qu'on n'est pas un bon fit, de toute façon, je vais le dire. Il faut que tu ailles chercher quelqu'un qui te correspond. Tu vois, par exemple, toi et moi, il y a une bonne alchimie. Parce que tu es un athlète intelligent et un athlète curieux. Tu veux pas juste faire les choses pour les faire. Tu veux comprendre. Tu me poses la question, Kev, pourquoi? Et toi et moi, ça match bien comme ça parce que moi, j'aurais aimé t'expliquer même sans avoir la question. Tu vois? Tout à fait. Donc, ça marche encore mieux. Tu comprends les choses, moi je te les explique. Ça a du sens pour toi? Oui. Et c'est un truc que je vais toujours poser la question. Je te dis toujours, à chaque fois, je présente quelque chose, est-ce que ça a du sens pour toi, Joe? Est-ce que ça a du sens pour toi, Kev? Est-ce que ça a du sens pour toi, Denis? Tu vois? Et si tu me dis non, on doit appuyer sur le bouton pause. On doit se dire, OK, pourquoi ça n'a pas de sens? Okay. C'est pas arrivé encore. Mais si Totalement. ça venait à arriver, eh bien, à ce moment-là, on devrait ajuster les choses. Bien entendu, il y a le côté humain. Tu vois, donc, ça, c'est important. Et comme tu dis, ce côté humain, parce que moi, maintenant, si je fais allusion au monde du fitness, aujourd'hui, on va reprendre de nouveau la personne Nanda qui vient, qui cherche une salle de fitness. Donc, elle a envie de perdre du poids, par exemple. Le check-up est assez rapide. Vous avez quel âge? Vous faites comment? Vous pesez combien? Nanana. Mais les exercices sont souvent les mêmes. Est-ce que là, on traite vraiment la personne qui vient au fit et qui veut perdre du poids ou on traite la masse? Est-ce que les exercices sont pareils pour tout le monde? Et on se dit, OK, le but maintenant dans l'industrie, c'est de faire plus d'argent possible parce que je suis personal trainer, par exemple, et je ne traite pas forcément mon patient, mais en fait, je lui donne des exercices Des protocoles. Des protocoles. Ouais. Bah, c'est un peu mon plus grand problème avec l'industrie du fitness et de la santé. Tout le monde est traité comme un protocole. C'est-à-dire tout le monde est traité comme l'exemple qu'on nous a donné dans un livre. Et ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que tu viens me voir, tu me dis j'ai un but. Okay, ça, c'est ton but. Voilà les modalités qu'on doit utiliser pour ton but.
mais on ne traite pas l'individu en soi. On traite l'idée préconçue qui est basée sur des modèles qui sont déjà faits et qui sont en place depuis longtemps. On dit voilà comment on arrive à ton but. Mais on ne prend pas en considération les variables les plus importantes qui viennent de l'individu, de la personne elle-même. Et c'est ça le premier truc à prendre en considération. Totalement. Donc, on va dire, OK, Joe, toi, tu as ci, ça, ça. Tu as telle limitation. T'as pas, voilà, j'ai fait un bilan. Je vais faire le processus d'interview, bien entendu, mais je dois regarder encore une fois ce que j'appelle the big picture. Je dois regarder le tout de l'individu. Et à partir de là, je vais pouvoir m'attarder un peu plus sur comment on va approcher le tout, comment on va organiser, structurer le tout pour que cet individu-là puisse arriver à son but. Donc, dans ma tête, il n'y a pas de présélection d'exercice, présélection de méthode. Tout ça doit être basé, contextualisé pour l'individu. Et ça, c'est encore une fois un grand problème dans le monde de la santé également. Et dans le monde de la santé, c'est ce qu'on fait. On a mal au dos. On vient, on a mal au dos. Voici les exercices pour le mal de dos. Mais le problème, c'est que ton mal de dos et mon mal de dos ne sont pas les mêmes maux de dos. Donc, pourquoi l'approche serait la même? Pareil pour toutes les autres articulations. Mais on est parti du principe que tous les maux de dos sont les mêmes. Donc, on va tous avoir le même exercice. Mais c'est faux au niveau le plus fondamental. D'accord. Et c'est pareil dans l'industrie du fitness. On ne traite jamais l'individu. On ne prend pas en considération les choses les plus importantes à prendre en considération. Et pour donner un exemple justement de Yuval Harari, qui est un écrivain, un historien, qui a écrit plusieurs livres qui m'ont beaucoup influencé, en tout cas qui m'ont permis de mieux comprendre les choses, d'où le livre Homo sapiens. Et il a écrit un livre également qui s'appelle 21 leçons pour le 21e siècle. Okay. Et dans ce livre-là, il parle de l'intelligence artificielle. Et dans un chapitre, il explique que certains métiers vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Entre autres, le métier de chauffeur, par exemple. Okay. Alors, pour nous, ça a du sens, chauffeur, oui, parce qu'une machine, un ordinateur, va faire moins d'erreurs, éventuellement, qu'un être humain. Jusque-là, ça a du sens. Et tout d'un coup, il donne l'exemple des docteurs. Il dit les médecins vont disparaître et vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Des robots, une application, etc. Et à ce moment-là, tu dis, mais pourquoi? Parce qu'un médecin, c'est 10 ans d'études. Et tu dis, OK, quand il break it down, quand il casse un peu le truc, tu dis, OK, voilà comment ça se passe. En fait, c'est une simple équation mathématique. Et tu dis, OK, il y a un problème au niveau le plus fondamental de comment on approche les patients aujourd'hui. Alors, on va voir un médecin. On a rendez-vous chez le médecin. On a 5 minutes. En général, ça ne dure pas longtemps. 5, 10 minutes. C'est vrai que les consultations ne sont pas très longues. Ouais. Les consultations ne sont pas très longues. Donc, on donne au médecin nos symptômes. Le médecin dit, OK, vous avez ces symptômes, vous avez sûrement telle maladie, blessure, autre. OK? Voilà ce que vous devez faire. Donc, en fait, c'est juste un cheminement qui se fait automatiquement basé sur des protocoles déjà préfaits. D'accord. Alors, ce qu'il présente dans le livre, eh bien, c'est que n'importe quel ordinateur ferait cette connexion beaucoup plus rapidement avec une marge d'erreur qui serait beaucoup plus petite. Parce que c'est aussi simple. Je match un symptôme à une maladie, à un médicament, à un traitement. Mais ce symptôme, tu vas le retrouver sur plusieurs maladies, blessures, on appelle ça comme on veut. Donc, il y a une marge d'erreur, l'être humain. C'est clair. Okay? Mais l'intelligence artificielle ne va pas le faire. Donc, c'est là où tu dis, OK, il y a un problème. Parce que on est juste en train de faire des connexions rapides, mais on ne me traite pas moi. On ne traite pas la cause première. On ne traite pas forcément la cause, on ne traite pas l'individu, il n'y a pas de processus d'évaluation pour savoir quel est l'individu, il n'y a pas de recherche profonde. Et je pense que c'est un problème. Alors souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « Ah, j'étais chez le médecin, il m'a dit j'ai une tendinite. » Je dis « Mais comment il sait que tu as une tendinite ?» Ben, je lui dis « Mes symptômes. » Parce qu'il n'y a pas d'imagerie. Alors je dis « Comment tu sais que tu as une tendinite ?» Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Tout le monde va comprendre ce qu'on dit ici. Ils peuvent relate. Ils vont te dire « Ah, il m'a dit j'ai une tendinite. » Mais comment tu sais que tu as une tendinite? Il a fait ce processus. Ah, douleur dans la zone qui est à peu près au tendon.
Ça veut dire que tu as une tendinite. C'est ça. Il n'y a pas d'autres... Symptômes. Ok, voilà ce que tu dois faire. Mettre de la glace. C'est ça. Et c'est pour ça que tout le monde a les mêmes trucs. Moi, je fais des évaluations tous les mois. Et j'ai des gens qui viennent me voir. Et je rigole. Parce que les gens me présentent leurs problèmes et tout le monde a les mêmes exercices. Ou tout le monde a les mêmes traitements. Il n'y a aucune spécificité à ce moment-là. C'est un problème. Ouais, c'est clair. C'est un problème. Et c'est vrai qu'après, tu as pu un peu te prendre un peu de l'expérience avec et justement mettre tes pratiques un petit peu en, on va dire, pas à porte-à-feu, mais en tout cas un petit peu à l'encontre de certaines personnes parce que tu as travaillé avec Swiss Basket un petit peu. Exact. Et dû le fait que tu travaillais avec Clint, donc Clint t'avait pris toi comme son coach personnel. Comme ça se fait beaucoup aux États-Unis où les gars, ils ont leur coach et tout ça pour travailler leurs conditions et tout ça. Et quand tu arrives justement dans une structure comme ça, qui est déjà fondée, c'est une famille un petit peu, ils se connaissent, tu sais, il y a des protocoles qui sont bien établis. Comment Kev, il arrive et puis il doit respecter tout ça ou il veut casser le mythe? C'est compliqué parce que moi, j'arrive, je suis personne en soi et je questionne ce qu'on fait. Donc j'arrive et... Parce qu'on parle quand même de l'équipe suisse de basket qui est qualifiée pour... Ils sont qualifiés, non, ils doivent faire le deuxième tour de... Pour les qualifs, là. Pour la les coupe pré-qualifs quand on avait fait... Pour la Coupe du Monde, c'est ça? Ouais. Ou le championnat d'Europe, pour la Coupe du Monde. Non, c'était championnat d'Europe. Championnat d'Europe. C'était championnat d'Europe. Donc quand même un gros truc où tu te dis, voilà, il faut une structure et tout ça. Exact. Donc toi, t'arrives, t'es nouveau, mais t'es le gars de Clint, le gars le plus important de l'équipe. Ouais. Ben écoute, je te pour la petite histoire, donc moi j'arrive et moi dans ma tête, je dois aider l'équipe, en tout cas apporter ce que je peux apporter à l'équipe, mais mon focus il est placé sur Clint. Donc c'est Clint qui a de l'importance pour moi. C'est un joueur aussi qui a un gros contrat. Il vient de la Donc, NBA. Il vient de la donc, NBA, etc. Donc voilà, pour moi, on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Alors il y a certains team meetings, si tu veux, où on est en désaccord. Donc j'arrive et on dit on va faire ci, ça, ça, comme ça. Et moi je dis ok, si vous voulez, mais Clint il ne fera pas comme ça. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens à ce moment-là. Ils disent mais pourquoi? Je dis oh, mais ça n'a pas de sens. Et encore une fois, j'ai eu une conversation avec le coach à un moment. Il me dit ah, mais normalement, Kevin, pour être là, il faut être diplômé suisse olympique, etc. Ah oui. Il me dit ça. Et je dis ah, cool. Encore une fois, il me ramène au niveau des titres. Et moi, je dis ah, très bien. Je ne suis pas, mais je suis là. C'est qu'il y a une raison. Et donc après, on commence à discuter et il remet un peu en question ma façon d'approcher les choses. Et à un moment, il me dit que voilà, les choses se font de telle et telle façon. Et moi, je questionne ce qu'il dit. Ensuite, il me dit, mais ça a toujours été fait comme ça. Je dis, oui, mais c'est pas parce que ça a toujours été fait comme ça que c'est la bonne façon de le faire. Et là, il est choqué. Mais c'est ça, développer son esprit critique. On nous présente quelque chose et à bout d'un moment, il faut questionner ce quelque chose pour savoir si ça a vraiment du sens ou pas. Totalement. Et quand j'arrive, moi, et je viens questionner ce que tu fais depuis 30 ans, 20 ans, je sais pas, on va me dire, mais t'es qui, toi? Mais les joueurs ne me connaissaient pas non plus. C'est clair. Mais en quelques jours, tu crées... Tout le monde a dit, ah, mais ça a du sens ce qu'il dit. Tu vois? Donc, on leur a juste présenté quelque chose de différent, mais ils n'ont jamais eu cet instinct, en fait, d'y penser. Et c'est comme moi aussi. On a dû me présenter à une approche différente. Et tout d'un coup, ah ouais, mais en fait, ça a beaucoup plus de sens que ce que je faisais auparavant. Présent, ouais, totalement. Et c'est un peu le problème aujourd'hui que je rencontre avec différentes structures. Donc, j'ai eu ça avec l'équipe de basket. Mon rôle était minime, encore une fois, là-dedans, au sein de l'équipe. Donc, moi, encore une fois, c'était plus pour m'occuper de Clint. Après, j'ai eu ça avec Denis récemment également. Ouais. Donc, pareil, les modalités qu'ils utilisaient, pour moi, ça ne me convenait pas. Et après, ils se sont rendus compte qu'effectivement, leur approche n'était pas la bonne. J'ai eu ça aussi avec toi aussi. Oui. On a eu ça avec des physios exact. Voilà, les physios ou les préparateurs. Et c'est compliqué. J'apprends toujours à gérer tout ça. Par exemple, avec Denis, ils ont envoyé un de leur staff.
pour qu'il vienne voir comment Comment tu travaillais? comment je travaille. Ouais, voilà. Et il prenait des notes, etc. Et la semaine entre avec Denis, quand je me suis entraîné avec lui, il a fait une semaine là-bas, 1 ou 2 semaines. Il m'a dit, Kev, ils ont fait tous les exercices ils m'ont demandé ce qu'on a fait et ils ont refait les mêmes exercices. Mais comment s'est passé d'ailleurs cette semaine où le gars du club de Denis vient, en fait, c'est quoi, te contrôler? Ben c'est ça, en fait. Ou apprendre? Ben moi, j'ai eu cette discussion avec toi, d'ailleurs, que tu m'as guidé là-dessus. Mais moi, au début, j'ai pas apprécié parce que c'est nouveau pour moi. J'ai aucune idée de comment ça se passe au sein de ces gros clubs. Donc, ils m'appellent et ils me disent, en gros, le staff médical, quelqu'un va venir pour rester avec Denis pendant vos entraînements. Et moi, je dis, mais pourquoi quelqu'un va venir? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on me pose même pas la question, en fait. On me dit que quelqu'un... C'est imposé. Voilà, c'est imposé. Alors déjà, j'aime pas ça, que tu m'imposes un truc, parce que j'ai aucun contrat avec le club, au final. C'est moi et le joueur. Toi et Denis. Et il y a tout un aspect... Il faut savoir qu'avec avec vous, il y a tout un aspect business. Et moi, j'ai pas envie d'être attaché avec l'aspect business. C'est-à-dire que pour eux, Denis doit jouer à la fin du mois. Mais pour potentiellement être revendu ou être vu. C'est ça l'idée. Donc, il y a tout un côté business sur lequel moi, je ne veux pas être engagé. Parce que moi, je suis là en train de traiter l'être humain, encore une fois. Donc, c'est pas moi qui choisis quand les choses se font. Les choses se font quand elles doivent se faire. Nous, ce qu'on peut faire, c'est envoyer faire les choses de manière structurée et le corps va s'adapter. Mais c'est pas moi qui décide quand le joueur va rejouer exactement. C'est clair. Et ça, il y a des timelines que les clubs ont. Et c'est pas quelque chose dans lequel je veux être inclus, impliqué, si tu veux, ou impliqué. Parce que je veux pas que le côté business vienne prendre le dessus sur mon savoir et sur mon intégrité. Moi, je m'en fous de savoir quand tu dois retourner sur le terrain. Si ton genou est pas bon, c'est pas moi qui décide. Si je te dis va sur le terrain, vas-y, parce que c'est du business, je vais à l'encontre de mon savoir. Donc voilà, quand ils ont envoyé leur gars, le gars il est venu et puis il regardait un petit peu ce que je faisais, il prenait des notes, etc. Et puis il me questionnait un petit peu. Mais voilà, c'est de nouvelles expériences avec lesquelles je deal maintenant, mais c'est nice. Mais c'est nouveau pour moi. Mais des expériences qui amènent à beaucoup de choses, parce qu'en fait, quand maintenant je prends la liste, que ce soit moi, que ce soit Clean, que ce soit Kevin Mbabou, que ce soit Denis, que ce soit Naïma, et j'en espère encore beaucoup d'autres pour toi, frérot. J'espère. Parce que tu montes en grade, et en plus, j'ai envie de dire, il y a plusieurs anecdotes que vous pouvez écouter sur le K-Swiss Show. Exact. C'est ça? Le K-Swiss Show podcast. Exact, le podcast de Kevin. Et franchement, moi, frérot, comme je te l'ai dit depuis le début, reconnaissant depuis le début par rapport à ce qu'on a pu accomplir ensemble jusqu'à présent, et je sais que l'histoire ne s'arrête pas, on va continuer à faire de grandes choses. J'espère. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais te souhaiter déjà que ton nouveau petit business d'entrepreneur marche. J'espère. Ça s'appelle Kev's Kitchen. Kev's Kitchen. Donc voilà, écoutez bien, et on se donne un rendez-vous au Kev's Kitchen pour goûter les nouvelles. Qu'est-ce que ce sera un petit peu? Ça sera principalement des jus et des smoothies. Voilà. Ok. Donc ça va être principalement ça. Kev, je te souhaite tout de bon pour la suite, que ce soit au niveau fitness et au niveau entrepreneur, mon frérot. Merci frérot, on est ensemble. Merci de m'avoir encore une fois.